Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. BFM Business. Une entreprise qui démarre avec 10 000 euros de capital et qui réalise 8 ans après sa création près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est vraiment pas courant. L'entreprise s'appelle Smart & Co. C'est même un groupe d'ailleurs aujourd'hui. Mais vous connaissez certainement plus sa marque phare, Smartbox. Invité exceptionnel dans Business Club de France, Pierre-Édouard Stérin, bonjour. Bonjour. Président et fondateur donc de Smart & Co. Merci beaucoup d'être avec nous. Je peux donner votre âge ? Bien sûr. 36 ans, c'est ça ? Oui. Et si je fais un bon calcul, on revient 8 ans en arrière, puisque l'entreprise a 8 ans, vous aviez tout simplement 28 ans. 28 ans lorsque vous avez créé cette entreprise. D'ailleurs, comment est venue cette idée ? C'est une idée qui vient de Belgique. Je suis allé voir les deux personnes qui avaient créé la société belge et je leur ai proposé en 2003 de lancer une sorte de franchise en France. Et en 4 ans, je suis passé de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Et ça m'a permis en 2007 de retourner voir ces Belges et de leur proposer de racheter leur société. Alors au global, Smart & Co, c'est 2 principales entités. La première qui s'appelle Smartbox, qui a fait l'année dernière autour de un peu moins de 400 millions d'euros de volume d'affaires, qui est présente dans 20 pays et qui compte à peu près 700 personnes. Et la deuxième entité, on l'appelle aujourd'hui Smart & Co Venture. Donc c'est une société qui regroupe en fait toutes les autres activités hors coffret cadeau que nous avons. Cette entité a fait un peu plus de 100 millions d'euros de volume d'affaires l'année dernière et compte à peu près 300 personnes aujourd'hui dans 5-6 pays différents. Alors, juste revenir en 2003, vous étiez combien ? En 2003, moi j'ai démarré tout seul. Et aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 1000, si je compte bien, oui. Pour près de 500 millions d'euros. Exactement. Paris Business Club, Michel Picot. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Business Club. Et puis tiens, une fois n'est pas coutume, pour commencer, nous allons commencer effectivement par une question. Une question toute simple, elle servira à planter le décor. Le développement durable est-il une contrainte pour une entreprise ou plutôt une opportunité pour une entreprise ? Une entreprise s'est-elle transformée finalement cette contrainte ? Tiens, on va commencer avec cette question. Marie-Pierre Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate associée au cabinet Huglot Lepage et Associés. Alors, contrainte ou opportunité ? Opportunité, bien sûr. Non, c'est vrai que la réglementation environnementale, c'est vrai que c'est une contrainte pour les entreprises. Mais ce qu'on essaie de dire à nos clients, nous, aujourd'hui, c'est que c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité parce qu'elles vont réussir à faire des économies en appliquant bien la réglementation environnementale, et puis parce que c'est mettre aussi en place une nouvelle stratégie d'entreprise qui est plus green, et aujourd'hui en termes de communication, c'est quelque chose de très porteur. C'est vrai que dans le marché traditionnel du jeu, quand on dépense pour un jeu PlayStation 3 ou Xbox quasiment 10 à 15 millions d'euros pour créer le jeu, qu'on a 5 millions de marketing, voire plus, qu'on a un stock de 2-3 millions d'euros et que tout ça se vend en 3 mois, et si on n'arrive pas à amortir nos ventes en 3 mois, on a de gros problèmes, il est évident qu'on est dans un modèle beaucoup plus progressif. Pour autant, quand on veut faire des choses un petit peu plus ambitieuses avec de l'image en 3D, ça va coûter aussi plusieurs millions d'euros d'investissement. Il y a aussi des mises de fonds assez significatives. 73% des joueurs veulent des jeux gratuits. Alors, il y a un moment où ça coince un peu. Non, parce que le modèle de la gratuité, c'est un modèle qui est un modèle d'engagement, un modèle d'expérimentation. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le modèle qui a commencé en Corée et en Chine de la vente d'objets virtuels est devenu quasiment le modèle référent de la plupart des grandes success stories occidentales du jeu. Et ce modèle-là, il est encore une fois très clair. Vous pourrez toujours jouer gratuitement si vous le souhaitez. Mais si vous voulez aller plus vite, si vous voulez avoir une expérience différenciée, vous pouvez décider de payer. Et comme le dit Olivier, si vous décidez de payer, c'est vous qui allez fixer le montant de dépenses que vous êtes prêt ou que vous pouvez mettre dans cette expérience. Paris Business Club, Michel Picot. Quitter tout pour une vie qui vaille le coup, faut-il quitter Paris pour autant ? C'est la question centrale de cette émission aujourd'hui. Mais avant de faire le choix, Hugues Franc, je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Entreprendre à Paris. On va revenir sur l'un des défauts des Parisiens, le côté goujat, mais aussi un peu solitaire. Alors je passe pas du coq à l'âne, mais quand on crée une entreprise, cette solitude est parfois vécue très lourdement par le créateur d'entreprise. Un réseau comme le vôtre prend en compte, parce que c'est important, c'est un des éléments du succès d'une entreprise, prend en compte le travail du créateur à travers un réseau, un soutien. Comment faites-vous ? En fait, le premier critère, effectivement, c'est ça le critère essentiel, c'est que l'entrepreneur ne se trouve pas seul, en fait. Et alors, comment est-ce qu'on fait très concrètement
une fois que l'entrepreneur effectivement est passé par nos fourches codines, on lui trouve effectivement un accompagnateur parmi ses chefs d'entreprise, ses 200 patrons. Et cet accompagnateur, tous les mois, pendant 2 ans et demi, s'engage effectivement à le rencontrer, à nous faire un petit compte-rendu. Et au-delà de tout ça aussi, on réunit nos lauréats tous les mois, c'est obligatoire, ils s'engagent contractuellement à jouer le jeu avec nous. On les réunit tous les mois au sein de Club Créateur, ils sont une dizaine, voilà, toujours les mêmes 10 ont déjeuné ensemble. Et là, ils s'entraident en fait, ils s'apportent des idées, des bonnes pratiques, il n'y a pas de concurrence. Antoine Colson, créateur de Provemploi. On a vu le gap finalement qu'il y a entre la vie parisienne et la vie en province. Stéphanie Guinet tout à l'heure nous disait qu'effectivement il a fallu un temps d'adaptation. Les entreprises qui accueillent les candidats qu'elle a embauchés dans le cadre de votre salon notamment, est-ce qu'elle les accompagne dans leur premier pas en province? Comment ça se passe? Certaines sont équipées, mais pas toutes, effectivement. Alors, il y a différents niveaux d'accompagnement. Il y a d'abord l'accompagnement, j'allais dire, culturel. Le vrai défaut du Parisien, je pense en particulier aux cadres dirigeants parisiens qui arriveraient en province, ce serait d'arriver et de croire que tout lui est acquis. C'est-à-dire, moi j'ai fait ci, j'ai déjà connu ça. Ça, c'est un défaut que reconnaissent rencontrer certains, par exemple, chasseurs de tête, et qui excluent d'office certains candidats, surtout que de très nombreuses entreprises en province sont familiales, contrôlées par des familles qui ont d'abord envie d'adopter quelqu'un. Et après, il y a un accompagnement évidemment logistique qui peut aller jusqu'à trouver l'emploi pour le conjoint, puisqu'on a même eu des couples embauchés dans la même entreprise sur le salon, ce qui montre à quel point des entreprises sont prêtes à faire des efforts pour attirer les bons candidats. Bonheur et réussite par la pensée positive ou le manuel pratique des chefs d'entreprise. Un manuel, c'est pas tout à fait un manuel d'ailleurs, c'est un livre signé Daniel Duclos. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous, Daniel Duclos? Eh bien, moi je suis avant tout un entrepreneur, un créateur d'entreprise depuis 25 ans. Et la vie d'entrepreneur n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de soucis, beaucoup d'occasions, on va dire, de se prendre la tête, entre guillemets. Et je me suis mis très tôt en recherche de méthodologie pour pouvoir rester moteur, rester positif, garder le sourire, la joie de vivre et la capacité, je dirais, à fédérer l'enthousiasme en dépit de conditions difficiles. Alors on va le détailler tout cela parce que là vous dites beaucoup de choses et beaucoup d'entrepreneurs nous écoutent et disent « Oula, comment est-ce qu'il fait ?» Parce que c'est pas évident. Je voudrais quand même qu'on vous connaisse un tout petit peu mieux par rapport à votre parcours professionnel avec une première entreprise. Vous dites que vous êtes un entrepreneur. Première entreprise, je crois que c'était en 1988. Entreprise qui s'appelait Delta Systems, c'est bien ça? Absolument, qui était un fabricant de nacelles élévatrices qui est monté à une centaine de personnes et à l'époque 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et que j'ai vendu en 1995. Et j'ai décidé de créer le premier loueur industriel spécialiste de nacelles en Europe en fait. Alors cette nouvelle entreprise s'appelle Accès Industrie, c'est bien ça? Oui, Accès Industrie. Donc qui fait de la location. Vous êtes parti de rien, c'est ce que vous dites? Je sais pas. Parti de rien. Disons que j'ai créé les entreprises de zéro, oui, à chaque fois. Et parti de rien, on part jamais de rien complètement. Il y avait une idée, il y avait des. Mais effectivement, c'est pas une reprise. Je n'ai pas hérité. Voilà. En chiffre d'affaires, on va dire que c'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est quand même 60 millions d'euros. C'est 60 millions d'euros et 450 personnes.